480, Monsieur Fromentin. Merci Madame la Présidente. Alors cet amendement est particulièrement important et de mon point de vue extrêmement stratégique dans la mesure où il adresse un sujet qui est extrêmement important pour nos entreprises, qui est celui du financement de court terme, du financement de trésorerie. Vous savez qu'une grande partie de nos entreprises connaissent des problèmes et voire dans certains cas déposent le bilan pour des problèmes de trésorerie. Qui d'entre nous n'a pas rencontré ou vu une entreprise qui lui dit je suis en difficulté non pas à cause de mon carnet de commandes, mais en difficulté pour des problèmes de trésorerie. Et on sait que les banques sont extrêmement réservées sur ces sujets de trésorerie, parce que financer du court terme, ça ne rapporte pas beaucoup d'argent, ce n'est pas un levier extrêmement valorisant, que les produits de trésorerie font partie de la gamme des banques, mais que pour autant, ce n'est pas la direction que prennent les banques que de financer des facilités de caisse ou des facilités de trésorerie. Donc cet amendement dit une chose très simple, qui se pratique dans d'autres pays, et qui dit laissons deux entreprises qui sont en relation commerciale la possibilité, dans un acte sous seing privé, donc de gré à gré, de s'octroyer des facilités en termes de trésorerie. Je suis une entreprise donneur d'ordre, j'ai un sous-traitant, ce sous-traitant connaît des difficultés, je ne peux pas aller au-delà du crédit fournisseur que je peux lui accorder en facilitant les délais de paiement, je peux aller un peu plus loin et lui accorder une ligne de trésorerie maximum sur 2 ans, dans le cadre d'un contrat, de telle manière à assurer ce passage difficile. Et je le fais d'autant plus, moi, donneur d'ordre, que je connais l'entreprise, que je suis son acheteur et que je suis peut-être le mieux placé pour valider cette pérennité, cet équilibre et la qualité des produits de cette entreprise. Donc il ne s'agit pas de bouleverser le monopole bancaire, vous l'avez bien compris, il s'agit d'une exception qui existe déjà, puisque à l'intérieur d'un groupe, ce crédit entre filiales ou entre entreprises est possible, mais pour autant souvent, dans une relation commerciale de confiance, la relation est au moins aussi forte qu'à l'intérieur d'un groupe, et il me semble que l'extension de cette exception qui est autorisée à l'intérieur des groupes gagnerait dans un pays comme le nôtre, où il y a beaucoup de sous-traitants, beaucoup de relations entre des donneurs d'ordre et des sous-traitants, que cette facilité, qui ne perturbe pas nos équilibres micro ou macroéconomiques, serait de nature à ouvrir une possibilité qui résoudrait ce sujet des financements, en partie en tout cas ce sujet des financements de court terme. Je rappellerai juste qu'il y a encore plus de 65 000 entreprises défaillantes, qu'en 2013, ce taux a augmenté, et quand on interroge les industriels sur une de leurs principales angoisses pour l'avenir de leurs entreprises, la trésorerie est encore le sujet qui est majoritairement posé. Donc, Monsieur le Ministre, cette disposition technique du crédit interentreprise, dans le cadre d'une exception qui existe déjà, je le rappelle, serait de nature à aller dans le sens de votre texte, qui est un texte de simplification, de croissance, d'activité et de renforcement de ce qu'on peut mettre dans la relation de confiance entre deux entreprises qui ont l'habitude de contractualiser entre elles. Monsieur le rapporteur, l'avis de la Commission. Monsieur Fromentin, nous partageons totalement l'idée du développement d'un mécanisme de financement participatif pour des personnes morales. Mais il y a évidemment un mais, c'est la question de comment on l'encadre. Nous avons souhaité en commission spéciale, et les travaux qui ont eu lieu depuis vont dans ce sens-là, privilégier, en accord avec le gouvernement, le financement inter-entreprise par les bons de caisse. Et nous l'aborderons tout à l'heure sur l'amendement 2806, qui du coup autorise le gouvernement à agir sur le sujet par voie d'ordonnance pour travailler sur cette question. Je dis pour M. Cherki par voie d'ordonnance sur ce sujet pour qu'il se prépare sur le 2806. Mais plus sérieusement, au-delà du clin d'œil, vous dire que si je partage vraiment votre démarche, le financement direct inter-entreprise, tel qu'il est évoqué dans l'amendement, doit être extrêmement régulé pour éviter des risques d'abus de biens sociaux que nous pourrions avoir. Donc je pense que si nous adoptons, et du coup j'aurai un avis de sagesse par rapport à votre proposition, si nous adoptons cet amendement, si nous le complétons tout à l'heure par 2806 où le gouvernement sera autorisé à agir par voie d'ordonnance, il aura la possibilité d'entendre cet amendement, de l'encadrer juridiquement dans le travail qui sera fait en conséquence du 2806 pour régler ce risque
qui pourrait exister, mais pour favoriser du coup ce mécanisme de financement participatif entre deux personnes morales qui doivent être liées. Et le complément par les bons de caisse nous permettra d'avoir un effet d'amplification, bons de caisse, mais aussi élargissement du prêt interentreprise. Je pense que ça va dans le bon sens et donc j'émettrai un avis de sagesse sur ce sujet. Ministre. Le rapporteur vient de l'indiquer, nous avons en commission spéciale acté des avancées importantes déjà en favorisant dans le cadre du crowdfunding la possibilité pour les personnes morales d'opérer avec la disposition du bon de caisse, en demandant une habilitation à procéder en effet par ordonnance pour affiner les modalités techniques de ce dispositif, mais qui permettra aux personnes morales, sans limitation de montant et pour une durée de 5 ans, ce qui est donc, on le voit, plus flexible en termes de montant et de délai que le dispositif présentement proposé, de prêter entre entreprises. Il est vrai que le bon de caisse conduit à un formalisme qui est supérieur, à une régulation, à ce que vous proposez là. Néanmoins, les arbitrages auxquels nous avons procédé nous conduisent à prononcer un avis défavorable à l'amendement que vous soumettez, en renouvelant le souhait du gouvernement d'avancer dans le cadre du bon de caisse que je viens de mentionner. Le rapporteur général. Oui, merci Madame la Présidente. Je crois que notre collègue Castaner vient d'émettre un avis de sagesse, et je crois que la sagesse consiste très concrètement à accueillir très favorablement l'amendement de notre collègue Fromentin, puisque, soyons clairs, il permet, avec le dispositif qui suivra, de faire en sorte que précisément des possibilités de collaboration interentreprises, de prêts, se concrétisent et évitent concrètement des échecs, des liquidations, des disparitions d'entreprises. Et nous toutes et nous tous, nous mesurons partout dans nos circonscriptions à quel point la frilosité précisément du monde bancaire vient handicaper la capacité de ces entreprises à se redresser. C'est pourquoi il me semble que, en sus du dispositif et en complément de ce qui est proposé à suivre, il faut accueillir favorablement cet amendement pour répondre aux besoins de nos entreprises. Avis favorable donc. Monsieur Collet. Oui, Madame la Présidente, simplement pour souligner qu'il s'agit là d'une agilité dont disposent les grands groupes. Et on met souvent en rapport dans cet hémicycle la situation de ces grands groupes par rapport à un tissu de PME qui, lui, parfois a du mal à se structurer. Donc il me semble que la disposition à laquelle nous sommes en train de travailler va dans ce sens. C'est pour ça que je suivrai volontiers l'avis de sagesse positif donné par le rapporteur, en ayant bien entendu écouté les précautions du gouvernement. Madame Berger. Oui, Monsieur Fromentin est un spécialiste de ces questions et donc évidemment que ce qu'il propose est un élément pragmatique. Pour autant, je pense que les arguments du ministre doivent être pris de manière très sérieuse. On est face à un mécanisme qui petit à petit transforme la liquidité des entreprises entre elles en prêts bancaires de fait non contrôlés et non encadrés, avec un risque majeur, c'est qu'au moment où justement nous essayons de transformer les mécanismes de liquidation d'entreprises et faire en sorte que les créanciers redeviennent prioritaires, eh bien justement ce soient les créanciers qui au fond portent l'intégralité du risque interentreprise dans le mécanisme que vous proposez. On sait que c'est souvent au travers de cette ligne de bas de bilan que les problèmes se posent. Donc je ne suis pas certaine que la souplesse que vous envisagez et qui de fait, comme l'a très bien dit mon collègue Collet, existe déjà notamment au travers du crédit interentreprise, ne va pas un peu trop loin par rapport au risque d'accumulation de créances et de solde de créances en cas de liquidation sur lequel, pour le coup, on ne pourrait plus rien faire et qui permettrait, soyons clairs, au système bancaire de sortir au bon moment sans avoir à essuyer d'éventuelles pertes en cas de restructuration. Monsieur Dhuicq. Merci Madame la Présidente. En écoutant les différents orateurs, j'ai deux interrogations par rapport à cet amendement. La première interrogation, c'est que l'organisation des banques au niveau local et régional fait que les processus de décision sont de plus en plus éloignés des petites et moyennes entreprises, des entreprises locales. Et que souvent, le chef d'entreprise, pour avoir ses crédits,
n'a pas la possibilité qu'il avait auparavant de nouer une relation de confiance avec un banquier qui reste suffisamment longtemps dans son agence, qui connaît l'entreprise, le chef d'entreprise, ses capacités et son histoire. Et là, j'ai la sensation que du fait de l'organisation des banques, on va demander à des entreprises dont ça n'est pas la fonction de remplir cette fonction. La deuxième interrogation que j'ai, c'est que dans la réalité, les producteurs, ceux qui produisent en particulier les matières premières pour la grande distribution, que ce soit dans le secteur du meuble, que ce soit dans le domaine agroalimentaire, sont les entreprises qui souffrent. Et je redoute qu'encore une fois, vous ne soyez en train, par ce raisonnement, de donner encore un poids supplémentaire à une concentration verticale du capital qui va continuer à déstructurer en fait tout le tissu des PME, que ce soit dans le domaine, encore une fois, des filières comme celle du meuble et du bois qui souffrent terriblement, ou celle de l'agroalimentaire. En clair, vous faites la politique des grands groupes avec ce type d'amendement au détriment des PME. Donc il me semble tout à fait déraisonnable de suivre ce type de raisonnement pour le tissu économique local dans nos régions. Madame Louwagie. Merci, Madame la Présidente. Effectivement, je crois que l'amendement est vertueux en ce sens qu'il prend en considération un vrai besoin de trésorerie d'un grand nombre d'entreprises. Et je crois qu'il faut le dire, c'est une vraie difficulté aujourd'hui pour certaines d'entre elles. En revanche, moi, ce qui m'inquiète, c'est la situation de dépendance qui pourrait en résulter. Parce que, effectivement, dans l'exposé des motifs, il est bien indiqué qu'il s'agit de permettre à une entreprise qui dispose d'une trésorerie d'octroyer des financements à d'autres entreprises indépendantes l'une de l'autre. Alors certes, l'indépendance peut se mesurer, je dirais, au travers de la situation juridique, au travers de la situation de capitalisation, la situation capitalistique, mais est-ce que finalement, en ne créant pas, enfin en permettant finalement une situation financière entre des clients et des fournisseurs, on ne va pas là créer une situation de dépendance de l'un vis-à-vis de l'autre. On peut avoir ça dans un certain nombre de domaines d'activité. Je pense à la grande distribution par rapport aux fournisseurs. Et là, finalement, est-ce que ça n'est pas contraire, je dirais, à ce qu'a voulu le gouvernement au travers l'article 11, qui a été de prévoir les situations de position dominante qui pouvaient exister en matière commerciale, au niveau notamment de tout ce qui est préoccupation de concurrence. Moi, j'ai quand même une grande inquiétude avec un risque de dépendance financière. Et on sait aujourd'hui que la trésorerie, c'est un élément essentiel. Certes, cette dépendance, on ne la mesurera pas au travers les liens juridiques, au travers les liens capitalistiques. Et derrière, on risque d'aller vers des situations de concentration et vers des situations de position dominante. Je suis quand même relativement inquiète au regard de cet amendement. Amadi. Merci Madame la Présidente, mais très brièvement pour les arguments qui viennent d'être évoqués par les deux précédents députés, notamment sur les rapports verticaux. Deux choses. La première, c'est que les cas précis que vous avez évoqués sont aujourd'hui pris en compte dans le cadre de ce que l'on peut avoir en termes de jurisprudence commerciale sur la dépendance économique, notamment les liens de prêt adossés ou les offres producteurs-fournisseurs adossées elles-mêmes à des prêts qui lieraient une entreprise A à une entreprise B. L'abus de dépendance économique dans ce cadre-là est clairement nourri d'une jurisprudence qui, je le crois, est exhaustive, même si dans d'autres domaines, j'ai pu regretter par le passé que l'autorité de la concurrence ait restreint de fait la portée de cette dépendance économique que, en partie, la loi LME avait consacrée. Deuxièmement, ce qui est dit là, et pour bien comprendre ce dont on parle, les critiques qu'on peut avoir, on n'a pas à les avoir à partir du moment où on élargit le champ. Aujourd'hui, c'est déjà possible pour un certain nombre d'entreprises. Et l'objectif est de pouvoir ici l'élargir, y compris aux PME, dans le cadre de collaboration horizontale. Et donc, je crois que j'ai entendu les arguments qui étaient portés par le gouvernement. J'entends aussi ce qui est dit par le rapporteur et par d'autres collègues. En tout cas, moi, je soutiendrai cet amendement. Monsieur Fromentin. Merci aux uns et aux autres de ces réactions. Je voudrais juste lever quelques inquiétudes. D'abord,
cet amendement, il est assis sur un principe de liberté. C'est-à-dire que ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une solution fermée, c'est une possibilité, les rapporteurs l'ont bien souligné, qui rentre dans un éventail de financements horizontaux qui sont aujourd'hui les financements vers lesquels on va. Beaucoup d'entreprises se plaignent de ne pas avoir beaucoup de solutions. Certains d'entre vous l'ont dit, les solutions sont de plus en plus fermées. Ouvrir l'éventail de solutions est une facilité supplémentaire laissée aux entreprises qui pourra jouer dans certains cas, pas dans d'autres, et qui peut être capé quelque part, dans le cas des ordonnances, à un montant maximum qui est calculé sur la base du montant du contrat. Donc il ne s'agit pas d'entraîner les entreprises à faire un métier de banquier de bas de bilan, mais il s'agit d'aider les entreprises à renforcer, à consolider une relation de confiance qui s'établit dans le cadre d'une relation commerciale. C'est d'ailleurs sur la foi de cette relation commerciale qu'on contourne également, qu'on évite cette notion d'abus de bien social qui pourrait exister effectivement pour une entreprise qui n'a rien à voir avec une autre entreprise et qui lui octroierait des facilités de trésorerie. On serait là, effectivement, chers collègues, dans une situation d'ABS, dans la mesure où la relation commerciale existe, au même titre que ce qui se fait dans des groupes ou à l'intérieur des groupes, cette notion d'abus de bien social ne peut pas exister au regard du droit dans ce type de crédit interentreprise. Enfin, sur la différence avec les bons de caisse, je crois que ce qui rend cette solution complémentaire, c'est qu'elle ne passe pas, elle n'est pas obligée de passer par une plateforme d'intermédiation. Elle est de gré à gré, l'entreprise A par rapport à l'entreprise B. Elle n'a pas passé par une structuration qui est une plateforme de crowdfunding de personne morale à personne morale, par exemple. Elle se fait directement et elle se fait à des coûts, à des taux. Quand vous regardez les taux qui sont pratiqués sur les plateformes d'intermédiation ou de crowdfunding, sont des taux élevés. Et on retombe dans ce travers extrêmement difficile à vivre pour les entreprises, c'est avoir du financement de court terme extrêmement cher. Et enfin, sur le sens économique de cette disposition, je pense au contraire que ça peut renforcer des notions de filière. Qu'est-ce qu'une entreprise risque de perdre quand un donneur d'ordre qui a un aéropage de fournisseurs, de sous-traitants, fidèle, fiable, qui investit technologiquement, et quand un de ces sous-traitants est en difficulté financière liée à des problèmes de trésorerie, parce qu'une banque, parce que ce n'est pas assez rémunérateur, ne veut pas lui octroyer une facilité de trésorerie, cette entreprise, je comprends les réserves que vous avez, mais cette entreprise, elle tombe, elle fait faillite. J'évoquais dans mon propos liminaire 65 000 dépôts de bilan en 2013, c'est considérable et ça augmente 0,9%. Donc on a le devoir, je pense, d'ouvrir ces possibilités, de les protéger par des dispositifs qui peuvent être pris dans le cadre des ordonnances pour limiter. Il ne s'agit pas de faire des entreprises les banquiers de leurs fournisseurs ou de leurs sous-traitants. Mais pour autant, quand on a aujourd'hui cette situation paradoxale en France de grandes entreprises qui ont des masses énormes de trésorerie et de PME qui ont des difficultés énormes de trésorerie, certes, on peut titriser cette trésorerie et l'amener dans des placements internationaux. On peut aussi essayer de faire cette boucle vertueuse de financement à l'intérieur de nos filières, à l'intérieur de nos territoires, en mesurant, bien entendu, les risques, les limites. Et ça, je pense que le gouvernement peut tout à fait caper, encadrer ce dispositif. Mais encore une fois, il serait de nature à compléter une offre de financement de court terme qui me semble complètement nécessaire dans l'état actuel de notre économie. Monsieur le rapporteur. Voilà une sagesse qui fait débat. Moi, ce que je voudrais dire, c'est j'entends les risques. J'ai évoqué les risques d'ABS. En fait, il y a deux risques auxquels je pense. D'abord, une nouvelle brèche dans le monopole bancaire qui fera discuter et sur lequel je pense qu'il y aura une vigilance, mais aussi le risque d'ABS. Pour éviter le risque d'ABS que j'évoquais, et l'ordonnance devra encadrer ça, il faut qu'on soit effectivement dans un rapport entre l'entreprise qui prêterait et l'entreprise qui reviendrait. Le risque politique dans le management d'entreprise qui est évoqué, c'est celui de la domination, entre guillemets. Sauf que je pense qu'on ne peut pas le voir comme ça. Effectivement, comme M. Fromentin vient de le rappeler, on est dans un apport volontaire, mais on peut imaginer dans ce cas-là qu'on soit à un moment donné où, et notamment dans la sous-traitance, on a une fragilité. Or, l'enjeu pour l'entreprise qui sera amenée à prêter, c'est de préserver cette sous-traitance, soit parce qu'elle travaille sur une sous-traitance de haut niveau, soit parce qu'elle construit
une sous-traitance qui favorise une offre globale. Et on est là dans une logique de filière. Et donc, il y a un vrai enjeu, effectivement, à financer cela. Le risque de domination, je le reprends, il serait sur un financement en haut de bilan, avec une dépossession du capital. Là, on est sur un financement de bas de bilan. Donc, effectivement, plutôt pour soutenir l'activité économique, et donc, quelque part, l'entreprise qui prête, pour éviter l'abus du bien social, doit y avoir un intérêt. L'intérêt, c'est quoi? C'est la garantie que son sous-traitant qui contribue à son offre globale ou à sa spécialisation puisse arriver à lui garantir le financement et donc la pérennité de cette entreprise sous-traitante. Donc, je pense que là-dessus, on aurait un risque de domination si effectivement on utilisait ce biais-là du financement du bas de bilan pour avoir une entrée dans l'entreprise, mais ce serait caractérisé en abus de bien social parce que c'est pas la vocation, c'est pas l'objet social de l'entreprise principale. Donc je crois que là-dessus, on est forcément dans une relation vertueuse et qu'il faut arriver à articuler ces enjeux techniques, économiques et sociaux dans la chaîne de la sous-traitance et que c'est tout l'enjeu, et on le verra tout à l'heure, j'y reviens, d'autoriser le gouvernement à travailler sur la réponse globale avec les bons de caisse, mais aussi avec cette proposition-là, pour garantir les problématiques que vous avez à juste titre soulevées ou que Karine Berger a à juste titre soulevé aussi, pour sécuriser ce système. Donc je pense qu'on peut accepter cet amendement avec cette sagesse corrigée de couleur positive par le rapporteur général. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis de sagesse colorée positive de la commission et un avis toujours défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre?